la citadelle est protégée par la ville elle-même. Si l'armée ennemie ne veut pas s'embourber dans les marais à l'ouest, elle doit donc attaquer côté ville. Mais pour cela, elle doit d'abord prendre la ville, elle-même protégée par des remparts. Elle n'atteindrait donc la citadelle qu'au prix de lourdes pertes. Et dans ce cas, le plus dur lui resterait encore à faire, car ce type de fortification a déjà fait ses preuves, depuis plus d'un siècle. Vauban a porté à un réel point de perfection des techniques qui avaient été mises en œuvre dans un premier temps par des ingénieurs italiens au début du XVIe siècle, à l'époque des guerres d'Italie. Une forteresse bastionnée, c'est une machine de guerre qui est faite pour tuer l'ennemi. Pour défendre l'île, Vauban a choisi une fortification à 5 branches que l'on appelle des bastions et sur lesquels on positionne des soldats et des canons. On va tourner 2 bastions du côté de la ville. Ça suffira pour qu'ils se protègent mutuellement, les 2 bastions, et qu'ils fassent front du côté ville. Et du côté extérieur, on va tourner 3 bastions de telle manière que l'ennemi soit obligé d'attaquer les 3 bastions à la fois. Parce que s'il n'en attaque qu'un seul, les 2 autres vont défendre le bastion attaqué. La fortification bastionnée porte à sa perfection l'art de la guerre. Depuis les bastions, on peut opérer une défense lointaine en canonnant les tranchées de l'ennemi qui tente de s'approcher. Et s'il arrive finalement au pied des murailles, les bastions en forme de pointe ne lui laisseront aucune chance. Un des grands avantages de la fortification bastionnée avec tous ces angles partout, c'est qu'il n'y a aucun angle mort. Une fois que l'ennemi est parvenu à proximité des murailles, immanquablement il se fait fusiller ou il se fait canonner. Mais encore faut-il qu'il atteigne les murailles, car avant cela, il devra d'abord franchir une impressionnante série d'ouvrages militaires, sans cesse renforcés au fil des années. Entre les bastions, on trouve une butte en terre que l'on appelle une tenaille. Devant cette tenaille, on trouve une fortification triangulaire, la demi-lune. Les bastions, eux, sont protégés par d'autres murailles, les contre-gardes. Devant elles, on trouve un chemin couvert abritant des soldats entourés de 2 fossés. Et enfin, en pointe, sont postés des ouvrages avancés, les lunettes. Et comme si cela ne suffisait pas, chaque ouvrage est entouré d'eau, ce qui rend l'attaque encore plus compliquée. En cas de siège, tous les fossés étaient inondés. Et pour accéder aux différents ouvrages avancés, il fallait soit prendre une petite barque, soit passer sur une passerelle de bois que l'on pouvait détruire assez facilement une fois que les troupes de défense s'étaient repliées vers l'intérieur de la forteresse. Ce qui, sur le papier, s'apparente à une magnifique rosace, n'est en fait qu'un piège mortel. Un siège d'une citadelle, c'est une course d'obstacles. On a franchi la première étape, puis il y en a une deuxième, puis il y en a une troisième, et puis il y en a une quatrième. Et puis c'est toujours plus dur. Enfin, devant toutes ces lignes fortifiées, on trouve un espace complètement vide. C'est l'ultime défense contre les ennemis de toutes sortes. Il s'agit de faire en sorte de défendre la ville, mais éventuellement de réprimer aisément une émeute populaire. Entre la citadelle et la ville, Vauban a créé ce qu'on appelle une esplanade, c'est-à-dire un terrain complètement dégagé, complètement nu, pour pouvoir, à partir des 2 bastions de la citadelle tournés vers la ville, canonner éventuellement les habitants rebelles qui voulaient accourir en armes pour prendre la forteresse du roi. L'un des bastions dispose d'ailleurs d'une butte de terre surélevée pour mieux canonner l'île si la nécessité s'en fait sentir. Il est en face de la vieille ville, la ville espagnole qui vient d'être prise. De là, on peut installer les canons, un peu comme un revolver braqué sur la ville. Assurément, la forteresse est bien protégée. Mais pour résister longtemps à l'ennemi, encore faut-il pouvoir tenir un siège. Et là encore, Vauban a pensé à tout. D'abord, il faut des armes. Et Vauban a fait construire pour cela un imposant arsenal réparti sur plusieurs corps de bâtiments. Il permet d'entreposer 18 000 fusils et 34 plateformes de canons. Il est complété par une poudrière massive comme un bunker. Ensuite,
il faut loger un grand nombre de soldats. Plus de 200 chambrées sont consacrées au logement de la troupe, réparties sur 12 bâtiments imposants, auxquels il faut encore ajouter l'hébergement des officiers. Il y a de quoi loger 2500 hommes. Et là, on est dans des dimensions effectivement supérieures à ce qu'on avait rencontré auparavant, où il y avait dans les citadelles de quoi loger un régiment, donc 1200 hommes, mais pas nécessairement plus. Tous ces bâtiments sont agencés sous forme de rues, de places et de quartiers. Et pour faire vivre la garnison, on a tout prévu. Un barbier, une brasserie et même une prison. Citadelle, c'est Citadella, c'est la petite ville. C'est le mot italien. Cette petite ville est une ville militaire, mais elle vit comme un village. Au centre, la chapelle, lieu de rassemblement quotidien des soldats. Elle était surmontée par un clocher avec une cloche et une horloge. On rythmait la vie quotidienne des gens. Pour vivre en autonomie, cette petite ville dispose de puits, d'abreuvoirs, de fontaines. On trouve même encore, dans des tunnels à 10 mètres sous terre, un four à viande et des fours à pain qui permettaient d'alimenter la garnison. C'était vraiment le lieu névralgique de la vie de tous les jours, mais en cas de siège particulièrement, puisque le système permettait d'alimenter donc 1000 à 3000 hommes selon les circonstances. Pour vivre en autarcie, Vauban a poussé la logique encore plus loin. Pour le pain, il faut de la farine. Et pour faire de la farine, il faut un moulin. Donc il y avait une noria de chariots qui amenait le grain, qui montait par la lucarne gerbière que vous pouvez voir derrière moi, et qui descendait sur les meules du moulin. Pour faire tourner les meules, il faut de l'eau qui actionne une roue à aube. Et pour cela, Vauban va utiliser le canal qu'il a placé sous la citadelle. Ce canal est donc l'élément le plus vital de la forteresse. Il permet à la fois de fournir la citadelle en eau, de fabriquer de la farine, d'évacuer les eaux usées et, lorsqu'on le bloque, d'inonder ses abords. Au même titre que les fortifications, il contribue à faire de la citadelle un chef-d'œuvre de l'art militaire. La citadelle de Lille a pu servir de référence et de modèle à d'autres citadelles construites ultérieurement ailleurs en Europe et dans le monde. La perfection du tracé, la perfection de l'implantation, la beauté aussi intrinsèque des bâtiments, de la mise en œuvre, de l'ornementation des portes, tout ça fait véritablement de la citadelle de Lille quelque chose d'exceptionnel. Simple hasard ou preuve de l'ingéniosité de sa conception, la citadelle de Lille abrite encore, 3 siècles et demi après son édification, un corps d'armée de 900 hommes. Et les Lillois aiment se promener auprès de ces remparts magnifiquement conservés et entourés de verdure.